Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée. Je reviens vers vous dans une nouvelle vidéo pour analyser l'épisode 14 de la saison 3 de la série Karma. Avant tout, j'aimerais féliciter l'équipe du Maroc et l'équipe de France pour leurs belles prestations. Et on continue de suivre les matchs et voilà, on a hâte de voir la suite de cette compétition. Donc pour en revenir à l'épisode 14 de la saison 3, je commence par Malika qu'on voit s'enfoncer dans sa psychose et personne n'agit. C'est bien que ses amis l'aident pour ses enfants, pour s'occuper de ses enfants, mais elle n'a pas juste besoin de repos en fait. Elle a vraiment besoin d'être internée et réellement suivie psychologiquement. Je me demande vraiment ce que son entourage attend et est-ce qu'il faudrait attendre qu'un drame se produise pour réagir ? C'est vraiment inquiétant comment il gère sa santé mentale. Et on voit cette descente aux enfers qui est fulgurante, puisqu'on voit qu'elle déballe tout concernant Kani et Shérif devant sa sœur. Son subconscient même, je trouve, est plus responsable que son entourage, puisqu'elle fait des cauchemars, elle cauchemarde qu'on l'interne, qu'on lui prend ses enfants, et son subconscient est plus responsable que son entourage, parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, avant qu'un drame se produise. Et un autre point qui nous montre qu'elle est en train de descendre, qu'elle est en pleine descente aux enfers, c'est que là on voit que Siam qui est plus calme, plus tempéré, qui a de meilleurs conseils en pyjama noir, et Kani en blanc. Donc lorsqu'on voit que les valeurs sont inversées comme ça, moi je l'interprète comme ça au travers des épisodes, en fonction de la position de ses amis, de leurs vêtements. Là on voit que le noir est attribué à Siam et le blanc à Kani, alors que Kani a une mauvaise influence sur Malika. On voit qu'elle est en phase maniaque, si on peut dire, elle est en phase sombre, donc ses valeurs, son bon sens, ses valeurs sont inversées, son bon sens n'est pas au rendez-vous, et ça nous montre qu'elle va faire plus de mal autour d'elle qu'elle en a déjà fait. Et c'est comme si pour nous, à chaque fois, ces deux amis étaient pour nous, spectateurs, les baromètres de sa santé mentale. Donc c'est vraiment intéressant. Et dans la scène où elle révèle tout à sa sœur concernant Shérif et Kani, ce qui est intéressant et sans surprise encore une fois, Shérif reste fidèle à lui-même, on le voit par son vêtement, il est vêtu d'un Marcel, donc c'est comme s'il était démuni face à la situation qu'il vit, à tout ce qu'il doit gérer entre ces deux femmes qu'il courtise et le kidnapping, la disparition de son frère. Et en même temps, la couleur grise nous ramène à l'indécision, l'ennui qui caractérise en ce moment totalement Shérif. Une deuxième analyse, là on va passer aux séquences émotions qui m'ont beaucoup touchée dans cet épisode. La première séquence émotion, c'est celle de Maï. Dans un premier temps, on voit que Maï s'en va sur la pointe des pieds avec son bébé tôt le matin. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser le tableau, selon moi, le tableau qui est derrière Maï au moment où elle s'en va. Donc sur ce tableau, on voit une femme habillée tout de jaune moutarde, qui est la même couleur que le pantalon, la même couleur que l'on retrouve sur le pantalon de Maï. Et le jaune fait souvent référence aux relations sociales. Et là actuellement justement, Maï a des relations sociales qui sont vraiment mises à mal en ce moment pour elle. Mais le jaune renvoie aussi à la gaieté, à la douceur, à la fraîcheur. Tout comme Maï, c'est Maï tout craché depuis le début de la série et à travers même les épreuves qu'elle a pu traverser. Elle est souvent restée positive, battante et a gardé sa fraîcheur, sa joie de vivre. Et on voit justement que cette femme sur ce tableau derrière Maï est souriante. Est-ce que ça laisse présager que Maï va finalement s'en sortir enfin ? On aimerait la voir vraiment heureuse et en paix. Est-ce qu'un avenir radieux l'attend avec le soleil qui est dessiné justement sur le tableau, qui est peint du moins sur ce tableau ? Je l'espère. On voit également sur ce tableau une jarre que porte en son sein cette femme sur le tableau. Et cette jarre est rouge.
Donc d'une part, la jarre, on voit que Lamine dort, ce qui me ramène au rêve et qui me fait faire un lien entre la jarre dans les rêves. Selon certaines croyances, et en psychologie, lorsqu'on rêve d'une jarre, ça signifie qu'on a besoin de réconfort chaleureux, d'un réconfort presque même maternel, et ça correspond totalement à Maï et à bébé Saliou. On voit effectivement que Maï aurait besoin de plus de soutien autour d'elle, elle a besoin de réconfort, et en même temps ce réconfort chaleureux maternel, elle le donne à bébé Saliou, et on le voit également par la couleur rouge de cette jarre, puisque Maï a un amour indéfectible pour son bébé. Elle joue vraiment bien parce qu'on ressent cet amour maternel, et en même temps cette couleur rouge nous renvoie à la colère qu'elle ressent en ce moment envers son entourage qui lui ment, qui la met en danger. Et la deuxième scène où on la voit en fait, et la scène où on la voit avec ses parents, ses beaux-parents et son mari, ça crée un réel contraste avec la scène précédente, de l'épisode précédent où il y avait une joie apparente, une harmonie apparente, et là dans cette scène, on voit qu'elle leur faisait face de manière inconsciente. Elle savait pas qu'une partie se jouait et qu'elle était un pion inconscient et qu'elle n'avait même pas conscience de son statut de pion sacrifié. Donc elle était vraiment inconsciente des règles du jeu qui étaient fixées par ses bourreaux, donc ses beaux-parents. Et là, on voit que dans cette scène où elle fait face à son retour à la maison, elle fait face à sa belle famille et à son mari, on voit qu'elle leur tient tête, elle est déterminée et elle exprime vraiment quelque chose de très profond et qui fait vraiment mal. Elle se dit être seule. Donc effectivement, elle a à nouveau une nouvelle perte de confiance notoire envers Lamine. Dans cette scène, la scène qui suit avec Lamine, lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, elle lui exprime vraiment toute sa déception, sa perte totale de confiance. Elle se dit peu surprise de son nouveau mensonge parce qu'il l'a déjà beaucoup déçue par le passé, donc elle est déçue mais sans vraiment l'être parce que elle sait quelque part à quoi s'en tenir par rapport à Lamine qu'il a souvent trompé, qui lui a souvent caché des informations. Et on se demande aussi si la décision concernant l'opération de bébé Saliou est la bonne. Est-ce que l'opération va marcher? S'il arrive quelque chose à bébé Saliou, elle va porter une culpabilité toute sa vie. Donc c'est vraiment une scène très dure, très touchante. On sent vraiment la détresse d'une mère qui est entourée d'un point de vue numérique, puisqu'elle a sa famille, sa belle famille, mais qui se sent émotionnellement seule. Effectivement, parce qu'elle gère un enfant malade, même si elle n'a pas mis en danger son enfant durant sa grossesse. Le fait d'apprendre une pathologie crée une certaine culpabilité aux mères. Lorsqu'elles entendent que leur enfant est malade, elles se demandent qu'est-ce qui a été mal fait. Est-ce qu'elles ont été des mauvaises mères? Est-ce qu'elles se sont mal alimentées? Est-ce qu'elles ont fait des mauvais choix en termes de soins? Donc c'est vraiment une charge indescriptible que d'être enceinte. Alors d'autant plus quand on apprend une pathologie. C'est un bonheur, mais également une réelle charge mentale, une réelle culpabilité que l'on porte constamment. On voit également qu'il y a un réel décalage notoire entre un père et une mère, car porter un enfant est une période indescriptible. Elle est belle, mais aussi anxiogène, car le lien direct d'un point de vue sanitaire et émotionnel se fait avec la mère, puisque c'est la mère qui porte l'enfant. Donc une bonne ou une mauvaise alimentation pourra avoir des répercussions sur le fœtus. Un choc émotionnel, une tristesse, le stress impacte le fœtus. Alors d'autant plus quand on apprend que son enfant est malade, imaginez la souffrance que cela peut engendrer. Et moi, dans cette scène, je vois toujours de la douceur en Maï, malgré tout ce qu'elle traverse. On voit qu'elle ne veut pas rabaisser Lamine dans son rôle de père.
c'est juste en fait un gros manque de communication qu'il y a entre eux. Et on peut comprendre qu'en tant que mère, qu'un père ne réagit pas pareil. Le lien est différent. L'inquiétude exprimée par rapport à la maladie de l'enfant, même quand c'est une maladie passagère, un petit virus, l'inquiétude est exprimée différemment. Et on comprend dans cette scène qui est pleine de leçons en termes de vie maritale, de couple, que on comprend que seule la communication et reconnaître et déceler les points forts de chacun mène à un certain équilibre, à une certaine harmonie parentale pour grandir ensemble. Car un enfant fait grandir, un enfant nous fait évoluer, mais la base de tout ceci est la confiance. Il faut un terrain de confiance, une base saine. Et là, entre eux, cette base est bien abîmée, mais pas inexistante. Donc je pense qu'ils peuvent se reprendre en main, mais Lamine doit vraiment se réveiller et avoir une réelle carrure protectrice, paternelle, quitte à s'éloigner de sa famille, auprès de laquelle Maï ne se sent plus en sécurité. Maï est encore dans la maison, ce qui est étonnant et qui révèle du fait qu'elle n'est pas impulsive, elle agit avec beaucoup de sagesse. Dans cette scène qui est très très touchante, qui met les larmes aux yeux, on voit deux parents perdus, mais toujours épris l'un de l'autre, et qui ne vont pas se déchirer, et qui choisissent plutôt de se concentrer sur la gestion de la santé de leur enfant qui est malade. C'est une scène vraiment bouleversante, qui met les larmes aux yeux, parce qu'on voit également Lamine qui avoue sa vulnérabilité à Maï. Et ça a rassuré Maï en fait, qui se montre enfin vulnérable, qui montre enfin ce qu'il ressent et qu'il s'enquiert de la santé de son fils plus qu'elle ne le pensait et plus qu'il ne le montre. On voit qu'il exprime ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, et Maï fait de même et sans scandale. C'est ça aussi qui est très appréciable. Ça nous donne cette leçon-là que lorsqu'on est en colère, il est bon en fait d'exprimer sa colère, c'est sain, mais de le faire dans une juste mesure, savoir le faire sans créer de scandale, en évitant les cris autant que possible, parce que ça a beaucoup plus d'impact. Quand on crie, la personne n'entend que nos cris, que le son, alors que quand on s'exprime en exprimant sa colère, on a le droit, mais avec les bons mots et le bon volume, le bon ton, ça a beaucoup plus d'impact. La personne n'entend pas uniquement le son, mais vraiment ce sont nos mots qui vont le toucher. Et on voit que Maï a une communication non violente, en partie, parce qu'il y a des moments où... mais elle a une communication non violente parce qu'elle dit vraiment... Est-ce que tu imagines ce que je ressens? Donc elle explique à Lamine ce qu'elle attend de lui, mais par rapport à elle, ce qu'elle ressent. Donc elle ne fait pas que l'incriminer, elle lui dit, bien, t'imagines ce que moi je ressens en tant que mère, tout ce que j'ai traversé. Donc là, c'est une certaine approche de la communication non violente que je ne vais pas développer ici, mais qui est vraiment intéressante dans nos relations interpersonnelles, dans notre vie privée, et qui arrange énormément de choses, qui calme beaucoup nos interactions. C'est vraiment intéressant. Et nous, en tant que téléspectateurs, la façon dont Maï s'est exprimée, moi personnellement, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait ressentir beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur envers elle, beaucoup de l'empathie, de la compassion. Et on voit que le ton devient plus calme lorsque Lamine se montre rassurant, la prend dans ses bras. Il ne s'est pas braqué, et vraiment bravo. Cette scène était magnifique, réaliste. Elle montre que le dialogue houleux, un dialogue peut être quelque part houleux, mais sans insulte. Il peut être à cœur ouvert, ça arrive, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste en prendre conscience, faire face aux conversations qui sont parfois peu agréables, mais qui doivent se produire pour avancer, faire avancer un couple, prendre des décisions, ajuster, réajuster, redistribuer les tâches et les rôles afin de remettre un équilibre et remettre une perspective à l'instant T sur les priorités sur lesquelles doivent se concentrer un couple, et agir pour tendre à nouveau vers une réelle harmonie.
Donc les disputes, les débats, les discussions dans le respect ne sont pas signes de désamour, mais sont indispensables parfois pour désamorcer certaines situations. Et elles ont un rôle, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, elles ont réellement un rôle rassembleur. Elles permettent de consolider, fortifier les liens par la suite. Et donc voilà, les conversations à cœur ouvert dans les couples sont vraiment nécessaires. Et un point intéressant également, c'est on voit que Lamine et Maï expriment leur amour de manière différente. Et ça me ramène au livre qui traite des différents langages de l'amour pour mieux comprendre les relations entre hommes et femmes, du moins les relations amoureuses d'ordre général. Et c'est vraiment intéressant à lire. Ça nous en apprend beaucoup sur nos relations et ça nous aide également à agir de manière plus sage et à mieux comprendre notre partenaire sans tout le temps l'incriminer et se mettre à sa place. Et c'est vraiment porteur dans le couple. C'était une petite parenthèse. Ensuite, dans la séquence émotion, on va continuer avec Mère Soda. Mère Soda qui partage un repas avec Boris. Cette scène également est très intéressante. On voit qu'ils sont tous les deux vêtus de bleu. Pour Mère Soda, ça renvoie au rêve. Elle rêverait de voir sa fille plus heureuse, plus mûre, plus sûre d'elle. Et pour Boris, cette couleur bleue renvoie au calme, à la pureté. En tout cas, une certaine pureté que l'on voit clairement dans ses intentions envers Ndeye-Marie. Et on voit là une maman désemparée, une maman qui pleure pour sa fille. Elle dit « Je ne peux pas transposer mon caractère en elle ». Elle aimerait en fait que sa fille soit plus affermie dans sa vie, plus confiante, plus stable. Et ce qui est intéressant, selon moi, à soulever, c'est que on voit une Mère Soda qui est douce avec Boris, qui se montre vulnérable. Et selon moi, elle devrait le faire face à Ndeye-Marie. Parce qu'elle a souvent le rôle du mauvais flic face à Ndeye-Marie par rapport à son père. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'elle montre cette vulnérabilité-là et qu'elle exprime ainsi son amour à Ndeye-Marie. Car Ndeye-Marie, c'est par la douceur qu'on arrive à lui faire entendre raison et qu'on arrive à la pousser à réfléchir pour au moins lui laisser son libre arbitre, mais la guider un petit peu. Et son père et Ziggy l'ont bien compris et ils savent y faire. Et donc, on voit que la maman, elle n'a pas cette même approche à Ndeye-Marie et c'est ça qui fait défaut dans leur relation. Et ce que je trouve un petit peu gênant, c'est de passer par son fils, par son beau-fils. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si on était face à un homme manipulateur et mal intentionné, Boris aurait pu s'en servir plus tard pour rabaisser Ndeye-Marie en lui rappelant dès que possible et au moindre désaccord tu sais, même ta mère dit que tu es naïf, que tu es ceci, que tu es comme ci, comme cela. Mais bon, venant de Boris, je ne pense pas qu'il s'en servira ainsi, puisque Boris est assez sain d'esprit. On voit un Boris respectueux, qui respecte les quelques bribes d'informations que lui donne Mère Soda et ne veut pas insister pour en savoir plus, par respect. Donc c'est vraiment appréciable et on voit qu'il insiste beaucoup sur le fait que Ndeye-Marie a été approuvée par sa défunte mère. Et ce qui explique qu'il soit autant déterminé à faire marcher son mariage. On voit qu'il aime vraiment Ndeye-Marie. Mais s'il apprend la vérité par une tierce personne, telle que la sœur de Ndeye-Marie l'a évoqué dans sa conversation avec sa sœur, est-ce qu'il sera autant déterminé à maintenir son mariage ? Je ne sais pas. Donc il ne faut vraiment pas que Ndeye-Marie tarde, parce que qu'elle tarde à lui dire la vérité, à tout lui avouer à cœur ouvert. Et ils vont passer par un moment difficile, mais ça pourra s'arranger. Il faut vraiment pas qu'elle tarde, parce que s'il l'apprend à l'extérieur par une autre personne, les dégâts seront plus considérables, plus conséquents. Une hypothèse qui me vient comme ça, c'est que en fait là on voit que la scène entre Boris et sa belle-mère est directement suivie par celle de Siam, et
et Kani. Et on voit que Siam déplore l'hypocrisie, le mensonge dans les relations amicales et amoureuses. Elle soulève un éternel débat qui est celui: est-ce qu'omettre des informations équivaut à mentir? Donc on voit que pour Kani, ce n'est pas pareil, mais pour elle, si. Donc on voit qu'elle est vraiment loyale. Et cet enchaînement des scènes est-il anodin? Et si Boris finissait avec Siam, ça serait intéressant. Et moi je trouve qu'il y a une plus grande alchimie, il y aurait une plus grande alchimie entre Siam et Boris qu'entre Bati Massamba et Siam. Puisqu'on voit que là, en fait, on voit une scène avec Siam, puisque Bati Massamba vient la voir. Ça nous fait découvrir un côté taquin de Kani. On voit une femme enfant, on voit Kani très taquine, elle a une tête très amusante comme on peut voir là à l'écran. Donc Marodi essaie d'attendrir l'image de Kani en évoquant un passé douloureux et méconnu de nous. Et tantôt, ils nous attendrissent également par son côté taquin, amusant. Bon, avec moi, ça ne prend pas totalement, même si cette scène m'a beaucoup fait rire. Je n'arrive pas à adhérer au caractère de ce personnage, vraiment pas. Il faudrait peut-être creuser encore un peu plus. On voit que donc là, pour passer très rapidement sur cette scène, on voit que Siam avoue ses sentiments en arabe à Bati. Bati Massamba, qui fait mine de ne rien comprendre, mais qui sourit. Son visage, moi, me fait croire qu'il jouerait au même jeu que Siam, en faisant semblant de ne pas comprendre ce qu'elle a dit, tout comme elle fait comme si elle ne comprenait pas le Wolof, mais je pense qu'il a très bien compris. C'était une scène légère, amusante, mais il n'y a toujours pas, selon moi, de tension et d'alchimie entre eux, même si la température est un petit peu plus montée entre eux, mais voilà, je le vois plus toujours avec Nathalie. Et là, voilà, cette température qui est un petit peu plus montée ne m'a pas encore convaincue. Et puis, je suis de la vieille école. Je trouve que c'est beaucoup plus sucré quand c'est l'homme qui courtise la femme, selon moi. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Alors, on découvre sans surprise qu'Ami n'est pas enceinte. Via la bande-annonce, je me suis dit que ça allait être redondant. Ça allait être répétitif et puis ça aurait retardé ou compromis la mission qu'a mis en place Ami pour retrouver Majib. Donc voilà, c'est très bien qu'elle soit pas moi en tout cas j'ai pas compris comme ça. Pour moi elle n'est pas enceinte et c'est tant mieux au vu de tout ce qui se passe. Et la scène avec Jazz dans la voiture nous montre que tout le monde d'Ami tourne autour de Majib. Et en dehors de cette disparition pour laquelle il est normal qu'elle se donne corps et âme pour le retrouver, je déplore le fait qu'elle soit dépendante affective par rapport à Majib. Elle doit vraiment rectifier le tir une fois que Majib sera sain et sauf. Pour redevenir un minimum connecté à elle-même, connecté à ses passions, à sa propre personne. Sinon, elle va perdre pied constamment dans cette relation. Elle va manquer de discernement tout au long de celle-ci. Et en fait, elle a un cœur chaud, c'est très bien, mais il faut garder la tête froide. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment qu'elle se reprenne, qu'elle sorte de cette de cette emprise, de cette dépendance affective qu'elle a vis-à-vis de Majib. Donc pour moi, il n'y aura pas 36 000 solutions. Soit il faudra qu'elle quitte cette relation qui ne la plonge que dans des soucis et dans laquelle elle ne s'épanouit pas réellement. Ou alors, si elle reste avec Majib, il faudra qu'elle soit plus armée psychologiquement, plus armée en termes d'amour-propre et plus à l'écoute d'elle-même. Donc là, on enchaîne directement sur la scène avec Majib, qui est dans une position où il a une seconde de lucidité, il refuse d'être piqué. On voit qu'il replonge petit à petit dans cette addiction, mais il essaie de résister. Anna lui explique pour les diamants, et j'espère qu'il a compris, qu'il a fait le rapprochement avec son frère Shérif, puisqu'ils n'étaient que deux à avoir conduit cette voiture. Et là, voilà, le clou du spectacle, le retour d'Abou. Comme évoqué dans la vidéo sur les 10 hypothèses de la disparition concernant Majib, c'était la dernière hypothèse impliquant donc Abou. J'avais dit qu'Abou était impliqué et qu'il allait revenir. Mais j'imaginais un Abou qui allait revenir en position de force. Et je trouve étonnant qu'on le voit en tant que victime, si on peut dire entre guillemets. C'est pas une victime après tout ce qu'il a fait, mais c'est étonnant de le voir
retenu captif. J'avais évoqué qu'il serait impliqué, mais je n'imaginais pas de cette manière, à moins que ce soit une mise en scène pour gagner la confiance de Majib et s'en tirer à leur sortie. C'est peut-être pour être conduit vers sa fille qu'il revient, et également pour le butin, pour de l'argent, parce que voilà, qui dit Abou dit argent, il a toujours été très cupide. Moi je pense que c'est plutôt une mise en scène et qu'il n'est pas un réel otage. Ou alors, est-ce que le père de Ndeye Marie et Mansour sont derrière tout ça pour faire payer aux hommes kébés tout le mal qu'ils ont fait à Ndeye Marie et à Virginie? Bon, j'ai encore des petits doutes par rapport mes doutes subsistent par rapport au père de Ndeye Marie, notamment lorsqu'on voit la scène, le repas en famille qu'il a partagé avec son beau-fils Mansour et sa femme ainsi que sa fille. On voit qu'il lance des regards suspects vers son beau-fils, ou alors, selon un autre point de vue, des regards suspicieux. Il le soupçonne peut-être de tremper dans des choses malsaines. Donc ça dépend de l'opinion de chacun. Mais moi, j'ai encore des petits doutes le concernant. Et si c'était lui qui était à la tête de tout cela, donc c'est soit juste Mansour, soit Mansour et Abou sont réellement complices et ils ont mis en place une mise en scène pour perturber Majib. Lors du repas, on voit que Mansour est perturbé. Serait-il sur le point de craquer? On arrive vers le dénouement de cette intrigue et j'espère effectivement que la lumière va être faite très très rapidement sur tout ceci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était cette revue que je souhaitais partager avec vous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent de plus en plus et qui commentent également. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner également si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci, au revoir.